Je suis objectif cheveux longs, la maison dans la prairie en ce moment. Estelle 2018. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je me retrouve pour faire mes livres préférés de 2020. Donc, en 2020, j'ai lu 107 livres. Aïe, c'est un record pour moi. J'ai jamais lu autant de livres en 2020. Et du coup, j'ai fait une sélection de 8 livres ou 8 sagas. Hein. J'ai pas eu vraiment de véritable coup de cœur transcendant, à part peut-être un ou deux en 2020. Tandis qu'en 2019, en 2019, j'ai découvert des sagas qui sont maintenant dans mes tops de tous les temps. Il y a eu moins de coups de cœur, c'était moins rythmé par vraiment les coups de cœur intemporels, mais il y a quand même une ou deux pépites que... Donc si vous avez suivi mes aventures durant toute cette année, je pense que vous savez déjà un petit peu les livres dont je vais vous parler. It's gonna be redondant. Donc en numéro 8, je vais parler de la trilogie Furyborn de Claire Legrand. Ça faisait un petit moment que j'ai pas ressorti Furyborn, et ben je vous la ressors quand même. Qu'on est dans ce monde fantaisiste où il y a de la magie et il y a une légende qui dit que 2 reines seront au cœur de ce monde. Il y aura une reine qui est la Sun Queen qui sauvera le monde et une autre reine qui est la Dark Queen qui détruira le monde. Et nous on a 2 points de vue qui sont séparés de 200 ans. On suit 2 personnages féminins et on se doute bien qu'il y en a une qui sera la Dark Queen et une qui sera la Sun Queen, sauf que on ne sait pas qui et en fait on suit leurs 2 temporalités avec leurs aventures, leurs petites romances, leurs soucis, leurs badasseries, et en fait tout le monde possède un petit peu de la magie. Et c'est donc Queen, comment elles sont détectées, c'est parce que elles possèdent tous les éléments, il me semble bien. La raison pour laquelle moi elle m'a vraiment flashé, c'est que derrière la fantaisie de base, on va dire, se cachaient beaucoup de petits points qui moi me ravissent. Premièrement, j'ai adoré les personnages masculins, leur maturité, leur bienveillance, quasiment tous les hommes qui sont mis en valeur dans ce livre sont des hommes, mais genre, oh mon dieu, mais pépites, ils sont doux, ils sont dans la communication, ils sont là à toujours dire, ça va, de quoi t'as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, enfin vous voyez, c'est le genre de truc qu'on veut voir quoi. Mais en même temps, eh ben ça ne leur enlève pas leur côté badass, leur côté masculin, leur côté peut-être un peu viril. Elle a vraiment réussi à montrer qu'on peut totalement être viril et respectueux, tu vois, et ça... Thank you. Les femmes sont très puissantes dans ce livre, ce que moi j'adore, mais en même temps elles sont vulnérables, on les voit vraiment dans des moments où elles galèrent, etc. Donc j'ai aussi adoré d'avoir cette dualité. On peut pas être 100% et 100% genre tu vois, il y a un mélange entre les deux. Aussi la diversité qui je trouve est géniale. En fait il y a un lâcher prise total concernant la sexualité dans ce livre. Tout le monde fait ce qu'il veut, personne dit rien, et c'est hyper agréable à lire des gens qui sont là en mode ah ben vas-y viens, je couche avec toi, oh c'était cool, on refait quand et tout. Genre vraiment la sexualité pour eux ce n'est que du plaisir et ils font ça naturellement. Et en fait il n'y a pas de labels, enfin voilà, ils sont pas dans des cases, mais il y a des personnages qui sont bisexuels, des personnages lesbiennes, des personnages pansexuels je pense aussi. Et il y a moyen qu'on ait du polyamour dans le tome 3, donc le tome 1 est sorti, le tome 2 est sorti, le tome 3 va sortir là en 2021 et j'ai très hâte. La couverture est magnifique, regardez comme elle est belle, pas à traduire pour le moment, et à lire en anglais c'est de la fantasy donc c'est assez galère, mais franchement quand elle sera Dosaxus, Dosaxus, ça c'est le feu. C'est ta position numéro 7. Je vais vous parler d'un contemporain, qui m'a mis des étoiles plein les yeux, dans lequel j'ai ri, dans lequel j'ai aimé, dans lequel j'ai été frustrée, dans lequel j'étais en colère. Je vais vous parler de Felix Ever After de Kacey Callender, c'est bien ça. C'est mon petit doudou, je vois vraiment, quand je l'ai lu, j'étais sur un petit nuage. C'est une lecture toute douce, c'est une lecture toute frétillante, mais en même temps c'est une lecture qui est tellement importante et qui moi m'a appris plein de choses. Donc en fait on suit l'histoire de Félix, qui est donc un garçon trans, et en fait il n'a pas des super bonnes notes, mais il aimerait rentrer dans une super université d'art, et du coup avec son meilleur ami Ezra, ils font une espèce de stage à la fin de l'été pour remonter leurs notes. Sauf que en fait dans ce stage il se retrouve avec plein de gens, dont des anciens amis que vraiment ils se supportent pas. Et un jour, alors que Félix va en cours comme d'habitude, en fait il y a des photos de lui avant sa transition, il y a des messages sur ses réseaux sociaux transphobes, il y a toute une haine contre lui et il ne sait pas qui est responsable de ça. Son meilleur ami, ils se disent ok, là j'en ai marre, je veux retrouver la personne qui a fait ça et je veux lui défoncer sa tête. Il pense que c'est ce gars qui est l'ex de Ezra et qui est le pire ennemi de Félix. Il me regarde mal, il me déteste, dès qu'il peut il m'envoie des pics et tout, et du coup il décide de se créer un faux compte Instagram et aller parler à ce mec pour essayer de lui faire avouer que c'est lui, etc.
Vous imaginez bien qu'en fait ça se passe pas comme prévu. Il commence à discuter donc en faisant croire qu'il est quelqu'un d'autre. Ce mec s'appelle Declan. En fait, et ben c'est pas du tout le mec qui montre tous les jours. C'est pas du tout ce mec froid, ce mec piquant. Et c'est juste que genre il a des problèmes dans sa vie et que du coup ben, en communication c'est pas du tout le feu quoi. Et en fait Félix il va tomber amoureux de lui. Sauf que dans la vraie vie et ben il se déteste et Declan ne sait pas que c'est lui et il sait pas comment dire que c'est lui quoi. Et en fait le dénouement de cette histoire montre totalement autre chose. Donc voilà, vous laissez pas dire oui ou non par rapport au résumé que je vous ai dit parce que ça c'est quasiment que le début. Après il se passe des tas d'autres choses. Ce que j'ai apprécié c'est de voir la beauté de l'adolescence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plein de petites scènes d'émotions, de moments de panique, de stress, mais aussi d'excitation qu'on peut avoir en étant adolescent et la pureté de ces moments-là. Et ben Félix il les a tous et ça, moi ça m'a rempli de tellement de joie. Il est young adult, il est tellement mignon, tellement mignon. Voilà, donc franchement, allez lire si vous voulez rire, si vous voulez pleurer, si vous voulez être juste... Comment il va se sortir de cette merde, le petit? Et ben il a réussi. Il a réussi. Ah, je vous en dis pas plus. En position numéro 6, je vais parler de Someday de Emma Scott. Ça faisait un petit moment que j'ai pas parlé de lui. Et ben voilà, j'en parle. Ce livre, je l'ai lu tout début de l'année, genre février, mars, un truc comme ça. Mais il me reste là, je me rappelle de la manière dont je le lisais. J'étais captivée, genre j'étais là et tout, je retenais mon souffle à chaque page. Donc en fait c'est une romance new adult, même si c'est pas totalement new adult, mais voilà. MM en fait, qui est assez axée psychologie, introspection des personnages, choses difficiles à vivre et à affronter. C'était tellement touchant, c'était tellement poignant comme lecture. Enfin, moi j'étais happée du début à la fin et j'ai vraiment tremblé parce qu'on parle de beaucoup de sujets assez horribles mais qui existent dans ce monde. Ces deux personnages, deux garçons qui ont chacun un passé très difficile. Donc je ne me rappelle plus leur prénom, donc je vais les appeler Choupinou 1 et Choupinou 2. Choupinou 1, en fait ses parents sont absolument homophobes, qu'ils en peuvent plus, et en fait dès qu'ils ont compris que leur fils avait peut-être de l'attirance pour les garçons, l'ont envoyé dans des camps de conversion. Vous savez ces trucs horribles genre on te met des électrochocs etc. Donc ça l'a totalement traumatisé et il est ressorti de là avec ce dégoût de lui-même et ce dégoût des hommes. Enfin il peut plus toucher personne, il est totalement renfermé sur lui-même. Choupinou 2, lui il a pas beaucoup d'argent et du coup il a dû faire un petit peu de la prostitution quand il était plus jeune. Il a pas toujours été traité correctement et en fait ces deux-là se rencontrent. Pourquoi? Parce que le père de Choupinou 1 qui est super riche etc, ils ont une baraque, laisse tomber, tombe très gravement malade, et Choupinou 2 lui il est en études d'infirmier ou un truc comme ça et du coup il vient être infirmier sur place pour le père de Choupinou 1 et à partir de là les choses deviennent compliquées parce que Choupinou 2 il est en mode ah bah tiens Choupinou 1 enfin voilà t'es mignon quand même, je t'aime bien et tout, puis t'as l'air tout triste, pourquoi t'es triste et tout, je comprends pas. Et Choupinou 1 il est en mode ne t'approche pas de moi, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et en fait au fur et à mesure ils vont chacun apprendre à se faire confiance, à se libérer de leur bagage, à laisser entrer l'autre dans leur intimité et à se raconter peut-être les choses qui se sont passées dans leur vie. C'est hyper touchant. Et la justice l'emporte, il y a des gens qui se prennent des claques et moi ça m'a fait très plaisir. Franchement j'étais tellement attachée à eux. En fait c'est le genre de romance où étant donné que c'est très compliqué pour le couple de se parler et d'avoir des moments que tous les deux, parce qu'il y a du repoussage, il y a du blocage, et chaque petit moment, chaque petit mot, chaque petite phrase échangée, chaque effleurement de main, ça te prend par les tripes. Vraiment j'ai adoré et il faut que je l'achète d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas. Ça c'est le genre de truc, genre je réalise que je n'achète pas les livres que j'aime et ça m'énerve. Estelle, il faut que tu achètes les livres que tu aimes, tu as le droit. Le numéro 5, il s'agit de Brother Song de TJ Good. Ce livre là que j'ai eu en ARC Advance Reader Copy, donc j'ai eu en service presse. À quel moment? À quel... Franchement j'ai pas compris. Moi j'ai lancé une candidature, je me suis dit le mec va se foutre de ma gueule, il va se dire c'est qui cette meuf. Il me l'a envoyé. Et il m'a reposté dans sa story quand je l'ai reçu parce que j'étais tellement contente que j'ai dansé comme une malade. Bref, ce sont donc 4 livres qui sont tous traduits aux éditions Bookmark. Ça commence par Wolf Song, donc j'en ai déjà parlé tellement de fois, je suis désolée, je vous ai dit que c'était redondant. C'est une saga de romance MM paranormal, hyper axée, introspection, émotion. Ces livres c'est de la poésie, la plume est tellement belle, enfin elle t'emmène, elle est là, c'est tellement bien écrit. Et en fait on suit donc une meute
sorte de loup-garou. Tout le monde est queer, genre c'est ça, c'est vraiment la manière dont TJ Klune il présente ses livres. Bienvenue dans un monde où tout le monde est queer. Et donc ils ont 3 fils, cette meute de loup-garou, et on va suivre l'histoire de chacun des fils avec son mec. Il y a un truc chez les loups-garous qui s'appelle des mates. Les mates, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est un truc de loup-garou et c'est un truc qui est valable un petit peu partout dans le monde de la littérature. Et en fait tout commence quand un gars qui s'appelle Ox en fait arrive dans cette ville qui lui est totalement humain et il tombe sur ces gens et il s'entend très bien avec eux et il finit par découvrir leurs secrets et il finit par être le mate de un de ces gars-là. T'es dans un univers vraiment, t'es dans une vibe, t'as l'impression que t'es avec eux tellement c'est bien fait et en fait c'est toute une grande famille, il y a énormément de douceur en fait, c'est genre la vision des loups-garous en mode ils sont là tout en train de se faire des câlins, tout en train de tous dormir ensemble. Et dans ce dernier tome là on suivait donc Carter qui est le plus grand des frères avec son fameux mate qu'on a attendu tellement d'années et il est là et c'était renversant, vraiment renversant. J'ai beaucoup aimé ce que TJ Klune a fait avec le mate de Carter et enfin vraiment il a eu des super idées, il l'a rendu vraiment très attachant et moi personnellement je l'ai adoré et je trouvais qu'il concluait très bien la saga. Voilà, on a revu tout le monde, on a pu dire au revoir à tout le monde. Alors la romance est considérée new adult, enfin la romance est new adult, je vous le dis direct, mais en fait c'est juste les 3 dernières pages de la fin, donc quand vous sentez que ça chauffe, et hop vous fermez le livre, c'est la fin, il se passe rien après, vous pouvez totalement vous arrêter là parce que tout le reste est totalement young adult et enfin il n'y a pas d'âge quoi. Pour le numéro 4, j'ai 4,5 kg, il s'agit de la trilogie Dark Artifices de Cassandra Clare et regardez comme elle est grosse et regardez comme elle est belle, tu vois ça se réverbère tellement c'est beau. Le 2e tome Lord of Shadows, ma boo, et 3e tome Queen of Air and Darkness qui a été coupé en 2 à la traduction parce que comme vous pouvez le voir c'est un beau pavé, ils sont tous traduits. Vous connaissez peut-être Cassandra Clare, vous la connaissez sûrement, c'est elle qui a écrit La Cité des Ténèbres. On est 3-4 ans plus tard que les Mortels Instruments, donc J.C. et Clary quoi, et on est en 2013-2014 et ça se passe à l'Institut de Los Angeles et avec des personnages dont on a été un petit peu introduit à la fin des Mortels Instruments, c'est donc Emma Carstairs et Julian Blackthorne. Donc en fait c'est une trilogie de paranormal, urban fantasy. Les Shadowhunters, vous connaissez les Shadowhunters? Toutes les créatures possibles et imaginables existent. Les loups-garous, les démons, les vampires, les trucs, tout ce que vous voulez. Et en fait, histoire de les garder un petit peu sous contrôle et pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, et il y a des gens qui ont un petit peu du sang angélique qui s'appellent les Shadowhunters, qui sont capables de les voir, de les tuer, et ils peuvent être super forts s'ils sont des runes sur la peau et tout. Enfin bref, ces gens sont totalement badass. En fait, des parabatailles, c'est quand deux Shadowhunters se lient par un lien très fort, ça les rend plus forts et donc ça leur permet d'être hyper puissants. Sauf que le truc avec les parabatailles, c'est que t'as pas le droit de tomber amoureux. Du coup, Emma Carstairs et Julian Blackthorne, parabataille, et plus si affinité, voilà. Les parents de Emma sont morts depuis toujours, et donc elle a toujours vécu avec Julian et toute sa famille parce qu'il a 6 frères et sœurs, et c'est lui qui s'en occupe. Voilà, c'est le papa de tout le monde. Et elle essaye de retrouver qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents, pourquoi ils sont morts, comment, et ça l'entraîne dans tout plein d'aventures, et elle récupère Julian avec elle, et ils font plein de choses ensemble, et ça part, mais dans des délires, ça part tellement loin, ces histoires, ils se mettent dans tellement de merde. Moi, le point que j'ai absolument adoré, c'est la relation Emma-Julian, évidemment, qui se construit sur les 3 tomes. En fait, il y a cette connexion à l'intérieur d'eux parce qu'ils savent très bien qu'ils sont amoureux et ils font tout l'un pour l'autre et ils sont toujours là l'un pour l'autre, mais ils ne peuvent pas le dire à voix haute parce que à cause du parabataille et qu'ils n'ont pas le droit quoi, mais ça ne les empêche pas d'être toujours là l'un pour l'autre. Deuxième chose absolument incroyable, c'est la diversité dans ces livres. Je vous ai déjà parlé, mais Cassandra, elle rigole pas avec vous avec la diversité. Hein. Quasiment tous les personnages ont un trait de diversité et il y a vraiment de tout. Il y a donc la meilleure amie de Emma qui est latino. On a un personnage dans le spectre de l'autisme. On a une femme transgenre. On a des personnes qui sont lesbiennes, des personnes qui sont bisexuelles, des personnes qui sont asexuelles. Et Julian, il est demisexuel. Donc si vous voulez être dans le même état que moi, c'est-à-dire ne pas être capable de parler de ce livre calmement 30 secondes, lisez-les parce que c'est vraiment une trilogie qui est incroyable. Et pour tous ceux qui pensent que Cassandra Clare, elle écrit du young adult nul, moi aussi j'avais ce préjugé là, ces livres là ne sont pas ennuyants, ne sont pas immatures, au contraire c'est très mature ce qui s'y passe, c'est vraiment incroyable, elle sait te faire
t'attacher au personnage, elle sait t'entraîner dans des intrigues, elle sait vraiment te faire vibrer de A à Z. Ah putain, je vous ai pas dit, il y a du polyamour aussi là-dedans. Non mais, et là pour le coup, ils sont canon, les gens, ils sont vraiment canon. Et les petites romances, elles sont toutes young adult, mais ça ne les empêche pas d'être très très bien écrites. En numéro 3, les amis, vous savez de quoi on va parler? De la saga Covenant de Jennifer et Lametta collée à la saga Titan. Je les considère comme une seule et même saga, puisque vous ne pouvez pas lire Covenant et pas lire Titan. Tous les gens qui se sont arrêtés là, allez lire Titan. C'était donc la dernière saga de elle que je n'avais pas lue, donc qui commence par Half-Blood, donc sans mêler, je crois bien. Elle est traduite en entier par J'ai lu, parce que j'ai lu, sont incroyables, ils traduisent tous les livres de Jennifer, voilà, eux ils ont tout compris à la vie. C'est une saga paranormale, young adult, de badasserie où on parle de démons et de gens qui chassent des démons, mais en fait il y a des histoires de demi-dieux, ils ont des pouvoirs grâce à ça, et il y a une énorme hiérarchie entre les demi-dieux, les sangs purs, les sangs mêlés, etc. Et il y a donc une école qui s'appelle le Covenant, là où tous les enfants ou petits-enfants ou mélange d'enfants de Dieu viennent pour apprendre à se battre contre les créatures maléfiques. Et on t'emmène dans une saga épique, on suit le personnage principal de Alexandria qui est une demi-sang, qui va lui arriver plein d'aventures. Elle va rencontrer des garçons, et ils vont faire plein de choses, ils vont aller dans les enfers, ils vont se battre contre des titans, ils vont renverser tout le monde, voilà, ils vont sauver la planète Terre. Et étant donné qu'on n'en a pas eu assez dans la première saga, et ben elle nous a rajouté une saga Titan spin-off où on suit donc un des personnages principaux qui n'était pas heureux dans cette saga-là et qui était assez incompris. Et ben on lui a fait une saga de 4 livres, New Adult. Là je peux te dire qu'il était très content. En numéro 2, on va parler de Rock. Et bien ce petit livre-là détient le pouvoir de vous exploser au sol. Je ne pouvais plus penser, tout mon univers se résumait à lui, et à la fin j'étais vidée de tout. Ensuite le personnage de Cooper, en fait, tout allait bien dans sa vie, et un jour leur père leur dit à lui et sa sœur, en fait ça fait 3 ans que je suis amoureuse d'une autre femme, je vais la voir tous les week-ends, donc ciao la compagnie. Et il se taille et il va vivre avec cette autre femme. C'est un énorme choc, Cooper ne comprend pas trop, il a 12 ans à l'époque, mais quand même, ils font un effort, lui et sa sœur, et ils vont rencontrer leur belle famille. Et cette femme, donc, elle avait déjà un enfant qu'elle avait eu avec un autre gars qui a 1 an de plus que Cooper, qui s'appelle Jace, et il le déteste parce que donc ce gosse là, il a l'impression qu'il lui a volé son père, il appelle son père papa alors que c'est pas son père, et du coup ça se passe très très mal entre eux au début, ils ne s'entendent pas du tout, sauf qu'au fur et à mesure de passer du temps ensemble, et il y a quelque chose qui va naître entre eux. Tous les pires trucs, les pires obstacles, les pires révélations qui peuvent arriver dans un couple, et ça leur tombe tout dessus. En fait, à chaque fois que tu penses que ça ne pourrait pas être pire, et là, Anita, elle te fait pire. Donc, je sais même pas comment ils ont survécu tous les deux avec tout ce qu'ils ont dû traverser, mais il y a encore une fois une énorme poésie dans ce livre. Pourquoi Rock? Parce qu'en fait, Cooper est passionné de lithothérapie. Enfin, moi, j'appelle ça la lithothérapie, mais après, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Il collectionne les pierres précieuses, et en fait, il utilise les pouvoirs de chaque pierre. Quand il a besoin de se sentir d'une certaine manière, il va choper une pierre parce que les pierres ont des pouvoirs, je vous apprends, les amis. Et leur relation avec Jace, on va les voir jusqu'à ce qu'ils ont 25 ans. Cooper, je crois bien, est homosexuel, tandis que Jace, lui, est bisexuel. Et il est traduit pour un maximum de plaisir, et c'est du new adult. Et enfin, le moment que vous attendiez tous, mon livre préféré de 2020, il s'agit de... Pas de carbo. Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Surprise, surprise. Qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez pas sur Instagram, vous devez vous dire qu'est-ce qui s'est passé parce que du coup vous avez pas vu à quel point je me suis effondrée en lisant ce livre. C'est un livre français. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru que Estelle un jour serait touchée par un livre français et serait détruite et comprise par un livre français. Ce livre, je dirais pas que c'est mon nouveau I'll Give You the Sun, mais disons que tu vois, il est à côté. Il est vraiment à côté et il marche petit à petit, il fait son bout de chemin encore un mois. J'ai pas fini de le lire, j'ai pas fini de l'apprécier. Il y a des coïncidences assez incroyables quand même par rapport à ce livre et dans ma vie à moi. C'est le personnage de Léa qui est dans une équipe très très haut niveau de basket, elle est vraiment excellente. Son père a tout fait pour qu'elle soit dans une équipe masculine parce que c'est eux qui, disons, le jouent en plus haut niveau. Et elle a passé une espèce d'examen pour rentrer dans le NBA, quelque chose comme qui lui permettrait de lancer une carrière professionnelle, quoi.
elle est prise. Mais son meilleur ami et son premier amour depuis toujours, Nicolas, lui, eh ben, il est pas pris. Et un jour, elle rentre chez elle, en fait, et elle voit des mecs dans une cité jouer, en fait, au basket dans un vieux stade pourri. Et elle se dit, tiens, je vais jouer avec eux. Elle est en terminale. Et donc, elle rencontre un gars qui s'appelle Anthony. Et une semaine plus tard, son père meurt parce qu'il était atteint du syndrome de Marfan, qui est donc une maladie qui fait un truc avec tes artères, je ne sais pas exactement. En plus du choc de la mort de leur père, ils apprennent que elles aussi peuvent être porteurs du gène et qu'à tout moment, elles peuvent aussi mourir de la même façon. À cause de ce gène-là, elle est interdite de faire du sport parce que sinon, elle risque de finir comme son père. C'est l'écroulement de tout parce que son père est mort. Elle n'a plus le droit de faire du basket, sa famille est totalement brisée, elle perd tout en fait. Le livre est découpé en plusieurs parties qui sont les différentes étapes du deuil. Et on voit le deuil d'une fille qui fait le deuil de son père, qui fait le deuil de sa passion, le deuil de son avenir, mais quand même elle n'arrive pas à arrêter de faire du basket et du coup elle se rappelle de ce vieux stade où elle était allée et elle y retourne et elle continue donc à jouer un petit peu sans le dire à sa famille avec ses garçons et elle s'attache pas mal en fait à Anthony et on va voir ensuite tout ce qui se passe entre eux. Ce n'est qu'un détail dans l'histoire, ce n'est qu'un détail, moi je vous en parle parce que j'aime bien la romance mais... Et ce détail, voilà. La relation qu'elle a avec sa petite sœur, en fait moi ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a fait penser un petit peu à la relation que moi j'ai avec ma petite sœur. L'écriture aussi est très poignante et ça parle de reconstruction, vraiment. Et moi j'en suis toujours très émue. J'avais l'impression que ce livre, tu vois, il était tombé du ciel pour moi. Et ça c'est un sentiment que j'avais pas eu depuis très longtemps. Donc merci beaucoup, j'ai pleuré en le lisant, j'ai pleuré après de l'avoir lu. Le père de Léa m'a fait penser à mon père à moi, qui n'est pas mort, hein, mais enfin vous voyez, il y a plein de choses dans ce livre qui gravitaient aussi autour de moi dans cette période-là. Donc je suis très touchée de l'avoir lu. Et c'est Clara qui m'a fait découvrir cette lecture. Et franchement, enfin merci parce que sans toi, ben voilà, je ne serais pas là. C'est du young adult. Mais enfin c'est plus en fait, c'est un livre universel. C'est la fin, cette vidéo est très longue, je suis désolée, mais je peux pas m'empêcher de parler longtemps des livres que j'aime moi. J'espère l'année prochaine que j'aurai un bilan qui soit aussi intéressant et qui m'ait fait autant plaisir. Donc dites-moi vous quel est votre livre préféré, le premier, the top de toute l'année, et si jamais vous connaissez aussi les livres dont je viens de parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé in comments. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.